C'est le prime de l'information, vous êtes sur Dash Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par les titres. Féminicide au Cameroun a-t-on atteint la cote d'alerte? Une question qui trouve tout son sens au moment même où des chiffres sont inquiétants. 58e cas de féminicide enregistré en 324 jours au Cameroun pour la seule année 2024. Le dernier cas connu de féminicide au Cameroun est celui de Viviane Bonka, une enseignante à l'université de Bamenda qui a succombé de ses blessures aux premières heures de ce lundi à l'hôpital général de Douala, 12 jours après avoir été brûlée à l'acide par son compagnon. Autre alerte, celle de l'état du réseau routier du Cameroun qui est largement inférieur à la moyenne. Le réseau routier en mauvais état s'est aggravé, passant de 69,28% en fin décembre 2023 à 71,7% au 15 juillet 2024, soit une accentuation d'environ 1,8% en l'espace seulement de 7 mois. Une situation responsable des multiples accidents enregistrés sur nos axes routiers et véritable frein à la croissance et au développement économique. On en parle dans ce journal, dans l'édito du lundi par Patrick Christian Ndobon. La campagne pour les législatives du 17 novembre prochain bat son plein du côté du Sénégal. 41 listes électorales sont en course. Les Sénégalais seront aux urnes pour élire les députés de la 15e législature. La classe politique du pays alerte et appelle à des élections libres et sans violence. Et puis, on parlera sport au bas de ce journal avec la Basketball Africa League Division Ouest. Les qualifs se disputent au gymnase du complexe sportif de Japoma. C'est à Douala chez les dames. Fab de Yaoundé réussit sa première sortie en étriant Namba du Gabon sur le score de 95-32. Un succès qui contraste avec l'échec de Daniel Battiston, le deuxième représentant du Cameroun battu par CNSS de RDC. L'alerte est donc donnée. C'est tout pour les titres. Tout de suite, les détails. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. 58, c'est le chiffre du jour et qui correspond au nombre de féminicides en seulement 324 jours au Cameroun pour l'année 2024. Des chiffres alarmants qui faisaient déjà dire aux Nations Unies que les féminicides ont de beaux jours au Cameroun. Une étude de l'organe publiée en novembre 2023 montrait qu'en Afrique, en moyenne, 5 femmes sur 200 000 étaient tuées par un proche chaque année. Un phénomène qui touche quasiment tous les pays du continent, mais à des proportions différentes. Le cas du Cameroun avait été pris en exemple, un choix alors loin d'être fortuit. En 54 jours, 16 femmes, dont des jeunes filles, avaient été assassinées. Des chiffres avancés par le quotidien camerounais La Griotte, un média spécialisé sur les questions de féminicide. On parle de on reste dans le cadre des féminicides et le dernier cas justement connu au Cameroun est celui de Viviane Bonka, une enseignante à l'université de Bamenda qui a succombé de ses blessures aux premières heures de ce lundi à l'hôpital général de Douala, 12 jours seulement après avoir été brûlée à l'acide par son compagnon. Information relayée par le média Griotte qui précise que c'est le 58e cas de féminicide enregistré en seulement 324 jours au Cameroun, une situation que déplorent ces structures spécialisées qui soulignent le manque d'implication des pouvoirs publics dans la matérialisation du dispositif d'alerte. Cédric Tachago. Le docteur Viviane Bonka ne retrouvera plus jamais ses étudiants de l'université de Bamenda. Elle rejoint sous d'autres cieux son bourreau, un pasteur qui ingurgita de l'acide après avoir commis l'irréparable, brûlé sa compagne de ce liquide mortel. Un cas de féminicide d'un autre genre qui grossit les statistiques établi par Griotte de la journaliste Clarence Yongo. Est-ce qu'on peut dire que la ligne rouge est franchie? Oui, elle est franchie depuis longtemps. Je veux dire que cette comptabilité ne commence pas cette année. Nous l'avons fait l'année dernière, nous l'avons fait l'année d'avant. Nous l'avons fait, ça fait 4 ans que nous faisons cette comptabilité des féminicides. Et ce qu'on peut dire, c'est que les langues se délient de plus en plus. Est-ce qu'il y en a plus? Nous pensons que non. Nous pensons au contraire que de plus en plus, les familles se libèrent. 58 cas de féminicide en 324 jours. Le chiffre fait froid dans le dos et interpelle à l'action. Il en faut peut-être plus du côté des pouvoirs publics
pas très présent sur le terrain de l'alerte. Que dire du laxisme des pouvoirs publics? Nous n'avons rien à dire. Nous faisons ce que nous avons à faire. C'est d'alerter, c'est de dire, c'est de donner l'information fiable, l'information vérifiée. C'est de dire que voilà la situation que les femmes traversent aujourd'hui, loin de ce qu'on observait il y a encore quelques temps, parce que quand il y avait des cas de féminicide ou des cas de violence faites aux femmes, c'était classé dans la catégorie de faits divers. En 2023, le ministère de la Femme et de la Famille annonçait des réflexions sur l'établissement d'une loi cadre visant à punir les auteurs des violences faites sur le genre. Cette même année-là, Griotte annonçait 60 décès des suites de violences conjugales. L'urgence à l'action est plus que jamais nécessaire. En 2021, une étude de l'Organisation mondiale de la santé établissait que 65% des femmes sur le continent africain, notamment en Afrique centrale, étaient victimes de violences. La recrudescence des féminicides est de plus en plus dénoncée par une partie de l'opinion camerounaise qui appelle à des mesures pour stopper la saignée. Et face au phénomène, des experts se prononcent. Comment un individu peut-il ôter la vie à son semblable? Qui plus est une femme? Troubles de la personnalité, dépendance affective ou encore vulnérabilité sont entre autres raisons évoquées par le psychologue, le clinicien Martial Nuefenamé qui s'exprime dans cet extrait sélectionné par Cédric Tachago. On regarde. Nous sommes dans une société où les gens sont de plus en plus familiers avec la violence. Il se passe difficilement un jour où on ne médiatise pas autour de la violence, que ce soit dans un cadre criminel ou autre. Et lorsqu'on est en contexte de suivi, il peut être difficile pour certaines personnes, en fonction des expériences qu'elles ont vécues, de pouvoir avoir des réponses efficaces. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est la dépendance affective, qui est un comportement de dépendance addictogène qu'on va retrouver beaucoup dans des crimes passionnels. Une autre chose, certaines personnes qui vont commettre des féminicides peuvent être atteintes de troubles de la personnalité. Et les personnes les plus exposées sont les garçons. Une dernière cause qu'il faut évoquer, c'est le fait de la vulnérabilité de la femme. Et le fait que notre société encourage la vulnérabilité de la femme, mais a parfois une position perverse. Et cela pose la question de l'éducation du jeune garçon. Alors, des violences basées sur le genre qui persistent également au Cameroun au point de faire augmenter les cas de féminicide. Pourtant, tout un département ministériel est consacré aux femmes pour la gestion de ces questions, mais seulement le poids des tabous culturels réduit les victimes au silence, qui se refusent à toute dénonciation. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille exhorte toutes les femmes, sans exception, à dénoncer de pareils actes afin de réduire considérablement le phénomène. Le reportage de Serge Bertrand ici. Elles sont nombreuses ces femmes qui vivent le calvaire au quotidien dans leur ménage. Seulement, par crainte des représailles ou sous le poids des tabous culturels, ces victimes se résignent au silence à leur grand malheur. Il y a des femmes qui pensent qu'en venant vers nos services, il y aura des répercussions sur elles après à la maison. Je vais vous dire quelque chose. Il y en a, lorsque vous donnez la convocation pour son mari, elle dit non. Je suis venue juste dénoncer, mais si je lui remets la convocation, je suis morte à la maison. C'est l'expression qu'elles utilisent souvent. Loin d'être une géole pour leurs bourreaux, les services du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille accompagnent au quotidien les victimes de violences sexistes, à condition pour ces dernières de les dénoncer. Nous continuons à les sensibiliser afin qu'elles soient beaucoup plus courageuses à dénoncer les cas de violence. Ce n'est qu'après dénonciation que la solution peut être trouvée avec l'aide de toutes les administrations mises à contribution. Nous avons dans le littoral une plateforme qui gère les violences conjugales, les violences même basées sur le genre. Et cette plateforme n'est pas constituée que du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Elle est constituée des autres ministères partenaires et même des organisations de la société civile qui nous accompagnent dans cette lutte. La fin d'année arrive à grands pas avec son lot d'activités. Particulièrement au mois de novembre prochain, des actions en faveur de la promotion de la femme seront menées, notamment leur sensibilisation sur la nécessité pour elles de dénoncer toutes les formes de violence dont elles sont victimes.
Et puis notre globe-trotteur nous ramène du côté de Bamenda, c'est dans le nord-ouest du Cameroun, où l'ambiance est morose, agitée, pleine de tristesse et de consternation. Depuis les premières heures de la matinée de ce lundi, Joko Frida, la maire adjointe du 2e arrondissement de la ville, a été enlevée, puis assassinée par des séparatistes. Sa dépouille a été retrouvée à Chobo Junction ce matin. Sa disparition a provoqué une onde de choc dans la ville. Un odieux assassinat condamné par le préfet de la Mézam dans un communiqué. Le récit de Stéphane Dibébé. Dans ce communiqué de presse, le patron du département de la Mézam n'a pas fait l'économie des mots pour condamner fermement cette atrocité commise contre un civil non armé, une femme, une vaillante dame qui servait sa communauté et son pays avec beaucoup de patriotisme et de dévouement. Pour faire prendre à témoin la communauté nationale et internationale sur les actes barbares répétés de ces criminels sans cœur, dans leur logique sans équivoque de violation systématique des droits de l'homme et de violences basées sur le genre, tout en rassurant que les instructions claires ont été données à des services compétents de l'État aux fins de rechercher et de traduire devant les autorités judiciaires les auteurs de cet odieux assassinat. De sources bien introduites, l'élu local revenait de la projection du film documentaire sur le président Paul Biya quand elle a été kidnappée par les séparatistes ambazoniens. Président de la section des femmes OFRDPC dans le département de la Mézam, Dame Joko a été enlevée le 26 octobre de ce mois. Bien que l'identité des tueurs reste encore à confirmer officiellement, les soupçons portent sur les séparatistes ambazoniens. Son corps a été transféré à l'hôpital régional de Bamenda, un crime présumé qui rallonge la liste des femmes tuées au Cameroun depuis le début de l'année et un assassinat qui intervient alors que le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne cesse de susciter des réactions. Les groupes séparatistes multiplient les attaques contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. On vous l'annonçait en titre, c'est l'instant de la chronique du lundi par le directeur de l'information de Dash Média, Patrick Christian Dobo, qui est là pour nous parler de l'état réseau du réseau routier. Voilà, l'état du réseau routier camerounais qui malheureusement est aujourd'hui un véritable frein à la croissance et surtout au développement. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Armel, bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, je le disais à l'entame de ce journal, l'émergence du Cameroun est envisagée, on le sait, déjà depuis plusieurs années pour l'année 2035. En tout cas, c'est le cap fixé par le président de la République, Paul Biya. Mais ce soir, votre regard à vous, lui, il porte particulièrement sur une question qui semble plomber cette marche vers cet objectif fixé par Paul Biya. Vous voyez que vous avez bien fait d'utiliser une question. Vous n'avez pas parlé de la question. Parce que cette question que la quasi-totalité des experts en matière économique s'accordent à décrire comme fondamentale est bel et bien celle de la qualité de notre réseau routier. Cette qualité qui apparaît comme un véritable obstacle, effectivement, à la croissance et au développement du Cameroun. Et le Cameroun n'est pas isolé quand on regarde quelques économies africaines, mais c'est une réalité au Cameroun. Et elle est une question, et non la question, parce que si on en ferait la question de façon exclusive, ce serait élucidé parmi certains freins les plus nocifs comme la corruption, la qualité de la gouvernance, le trafic d'influence, l'instrumentalisation de la justice et d'autres injustices sociales, entre autres, pour faire, je le disais, de cette question du réseau routier la question exclusive. Non, on ne pourrait pas la décrire comme question exclusive, mais une question importante et fondamentale dans cette marche, qui freine cette marche vers l'ambition de développement du Cameroun. Le Cameroun, qui pourtant est doté d'une richesse naturelle et culturelle exceptionnelle, est donc malheureusement confronté à l'état qu'on peut juger en grande partie, dans bon nombre de tronçons, désastreux. Cet état désastreux qui freine malheureusement sa croissance économique et par conséquent affecte le niveau de vie des populations. Alors, je le disais à l'entame également de ce journal, on est passé de 69,28% à fin décembre 2023 à 71,7% au 15 juillet 2024. On a eu une accentuation d'environ 1,8% en seulement l'espace de 7 mois. Alors, la question que je vous pose est celle de savoir, vous venez de brosser là une carte routière du Cameroun, mais est-ce que celle-ci est finalement à l'agonie si l'on s'en tient à ce développement qu'on vient d'écouter ?
Écoutez, je ne sais pas si l'expression à l'agonie est bien placée, mais une chose est certaine, pour rester dans le jargon médical, si on faisait un bilan de santé à la carte routière de notre pays, il est clair que ce bilan de santé ne serait pas positif. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, mais des rapports et études faites par des institutions internationales, à l'instar de la Banque mondiale, et même l'Institut national de la statistique, dans son rapport donné sur l'économie camerounaise en 2022, il apparaît effectivement que le réseau routier apparaît comme un véritable frein à l'ambition de développement et même à cet objectif décrié pour l'émergence en 2035. Tenez par exemple, selon ce rapport 2022 de la Banque mondiale, sur un réseau d'un peu plus de 50 000 km, n'est-ce pas, le Cameroun a à peine 20% de ce réseau qui est bitumé et régulièrement entretenu. Un manque d'entretien et de modernisation fatale à ces infrastructures d'abord, mais qui enfonce le clou dans une situation déjà peu reluisante en matière d'infrastructures routières. Certains tronçons sont dans un état véritablement inquiétant, désastreux, on ne pourrait pas dire plus que critique. Il vous faut en moyenne 8 heures de temps, excusez du peu, 8 heures de temps pour allier le chef-lieu de la région de l'Ouest, Bafoussam, à partir de Douala. Minimalement 8 heures de temps. Il faut insister sur ce minimalement 8 heures de temps, parce que pour cette distance de 240 km qui est située sur la nationale numéro 3, vous êtes chanceux si vous avez parcouru entre 7 heures et 8 heures de temps cette distance. Des nids de poules, j'allais même dire mieux que des lits d'éléphants. C'est une situation calamiteuse où nous avons parfois des tronçons en terre. Et il n'y a pas que ça. 8 heures de temps également pour parcourir de Garoua à Maroua, le chef-lieu de la région du Nord, au chef-lieu de la région de l'extrême Nord. Pour ces 220 km, vous allez trouver des tronçons totalement en terre et dans un état piteux si vous êtes chanceux. Et que dire de ceux qui vont de Ngandéré à Kousseri? À peu près 450 km que vous allez parcourir en pratiquement 16 heures de temps. Un véritable parcours du combattant quand on sait que ce tronçon de la nationale numéro 1 était, il y a encore quelques années, 1 ou 2 décennies, très envié dans notre tronçon et qui servait d'ailleurs de lien entre certains pays de la sous-région, notamment le Tchad et la RCA. Il vous faut entre 6 heures et 10 heures pour faire les quelques 210 km qui relient la capitale de notre pays, Yaoundé, au principal pôle économique qu'est la ville de Douala. 6 heures minimalement. Et vous en arrivez parfois à faire 10, 12 heures de temps. Quand on connaît le flux en termes d'échanges économiques, le flux en termes d'échanges entre ces deux villes, on est en droit de se demander si l'ambition d'émergence est une véritable ambition pour la gouvernance lorsqu'on laisse ce genre de situation se dérouler, sachant que depuis plus d'une décennie, on parle de la construction de l'autoroute éponyme qui ne fait qu'engouffrer un certain nombre de moyens financiers et devant malheureusement l'inertie managériale qu'on constate, une inertie managériale qui trouve hélas à chaque occasion des éléments pour justifier soit la lenteur, soit le dépassement des budgets, soit l'incapacité que nous avons de prendre en compte la réalisation de cette infrastructure. Alors à ce niveau, moi je pense un peu plus aux investisseurs qui sont de plus en plus appelés au Cameroun. Mais je reviens vers vous pour une question. On peut donc de manière logique, après cet autre développement, imaginer l'impact que vous évoquiez d'entrée de jeu sur les ambitions du développement socio-économique du Cameroun. C'est clair, on n'a pas besoin d'aller à Oxford ou d'être parmi les excellents économistes pour se rendre compte qu'une situation décrite comme celle-là va forcément avoir un impact sur les ambitions de développement et notamment dans les aspects socio-économiques. En plus de l'isolement de certaines populations dans certaines parties de notre pays, ce qui est clair, il est clair que les zones rurales en souffrent particulièrement. Si on en vient à se plaindre pour les zones urbaines, imaginez ce qui se passe en zone rurale. Difficultés d'accès aux services de santé et d'éducation. On peut associer à toutes ces difficultés la difficulté pour les producteurs locaux d'avoir accès à des marchés avec leurs produits. Et parallèlement, les inflations qui ont cours. Une inflation, par exemple, sur les coûts de transport, parce que chaque fois que vous avez des difficultés d'accès, vous vous imaginez comment on se bouscule. La difficulté qu'il y a aussi à pouvoir gérer ces questions de coûts de transport. Je vous citerai, par exemple, le cas du lien entre Konjok et Bafan, à peine 55 km, pour relier ce bassin agricole qui, dans son temps, a fait la fierté de ce pays avec la Sodencam
Il faut évacuer les produits. 55 km entre Bafang et Konjok, qu'il vous faut, tenez du peu, minimalement 8 heures de temps pour parcourir. Vous avez donc des productions agricoles qui ne peuvent pas être évacuées. Vous avez le désarroi des populations. Et ça, ce n'est qu'un exemple, parce qu'il faut parcourir le pays pour voir à quel niveau il y a des situations qu'on peut juger comme étant dramatiques. Ces 55 km, malheureusement, ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres, je le disais. Et selon l'UNICEF, dans son rapport 2022-2023, 40% des enfants dans ces zones rurales n'ont pas eu accès à l'éducation de base du fait de la difficulté de rallier certains pôles où on peut retrouver finalement des établissements scolaires. Dans la même foulée, le Cameroun a perdu près de 15% de sa production agricole entre 2020 et 2023 suite à la qualité défectueuse de ses infrastructures routières. Les échanges économiques avec les pays de la CEMAC ont diminué de 25%. Ce n'est pas peu. 25% entre 2015 et 2022. Et il y a autant de situations qui peuvent quand même nous amener à nous poser des questions. Est-ce qu'on a vraiment envie de créer de la richesse alors qu'on passe à côté des éléments qui peuvent nous permettre de faciliter la création des richesses? Et donc, quand vous avez tout cela et que vous vous rendez compte que cette situation augmente finalement pour les ménages le coût de leur transport, près de 30% du revenu des ménages finalement va dans le transport. Ces situations plombent seulement la qualité de vie, non seulement la qualité de vie de nos compatriotes, mais en plus nous mettent dans des situations qui, à l'échelle globale de notre économie, ne sont plus tenables. Le plus dramatique, malheureusement, est le nombre de vies humaines. Que, pas seulement l'état de ces routes, parce que de façon combinée avec l'action des usagers, le nombre de vies humaines que ces routes emportent, c'est la main-d'œuvre, c'est le dynamisme, c'est la jeunesse camerounaise qui s'en va dans ce genre de situation. Nous perdons sur le plan économique, nous perdons sur le plan des vies humaines. Et donc, il y a lieu de s'alarmer et de crier sur le fait que si rien n'est fait, nous allons malheureusement davantage creuser l'écart entre notre envie de développement et la réalité que nous avons dans notre pays. Alors, Patrick, Christian, moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'on serait finalement devant un vase clos où le désespoir serait la seule issue? On peut s'inquiéter si l'inertie ne trouve pas une issue de dynamisation. On peut s'inquiéter si on va toujours avoir un discours qui polie, qui présente tout ce qui est bon, sans toucher du doigt les difficultés palpables qui sont celles autour de la réalisation ou de l'entretien de notre carte routière. Il est malheureusement, et peut-être, il est plus que urgent qu'on ait une espèce de révolution systémique dans la manière de voir, de penser et surtout d'orienter nos actions autour de notre réseau routier. L'infrastructure routière n'est peut-être pas l'ingrédient, mais c'est un ingrédient fondamental. Vous avez d'ailleurs utilisé cette expression, c'est une question fondamentale, même si elle n'est pas la question, mais cette question-là, elle mérite une révolution systémique, comme nous le disons. Il faut malheureusement que le Cameroun pense aujourd'hui à débloquer son potentiel économique et social en réhabilitant ses routes pour celles qui existent déjà. Parce que si vous ne pouvez pas entretenir celles qui existent déjà, ce n'est pas celles que vous allez construire, que vous allez entretenir. Et puis, on a l'impression parfois, quand on voit le désastre, excusez l'expression, autour de la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, qu'on n'a pas pris le temps parfois de maturer certains projets. Et sans maturer ces projets, vous avez l'impression qu'on est surpris par ce que ce projet nous demande en termes d'investissement, en termes de dispositions à prendre, au point de faire plus de 10, 15, 20 ans sans pouvoir livrer cette autoroute. On nous dira qu'il y a d'autres problèmes, qu'il y a d'autres pensions, les questions sécuritaires, mais quand on voit le niveau de détournement de deniers publics qu'on a dans notre pays depuis 10, 20 ans, on peut se dire qu'on aurait pu faire différemment. Et donc, les populations en tout cas méritent mieux. Notre économie est désespérément à la recherche d'une amélioration de son réseau routier pour lui permettre d'avoir un autre souffle. La croissance et le développement de notre pays en dépendent. Mais pour y parvenir, il est crucial, comme nous l'avons dit, de réhabiliter ces routes critiques, améliorer l'accès et réduire les coûts de transport pour les populations. Il faut à la limite cibler de nouveaux investissements. Pourquoi pas privés? Avec une formule de retour pour ces investissements. Si les caisses de l'État sont affaiblies, parce que nous dit-on, et cela peut être vérifié dans certains cas, il y a des ponctions, notamment les questions sécuritaires et bien d'autres, on peut penser à l'investissement privé qui peut nous amener un autre élan dans la gestion de notre infrastructure routière. Et enfin,
entre autres, il faut bien booster et mieux suivre un plan de maintenance. Parce qu'il ne sert à rien de construire des infrastructures routières et les abandonner sans un entretien. Il est question de faire de notre carte routière, de notre réseau routier, un maillon essentiel de notre développement en lui donnant les arguments pour l'amener vers ce développement. Très bien. Merci beaucoup Patrick Christian Ndobo pour cet édito. On espère vous retrouver avec le même plaisir. Ce sera avec le même plaisir et à vous, je vous souhaite une bonne suite dans ce journal. Justement, la suite de ce journal qui s'intéresse à l'insertion professionnelle et on prend la direction de Bafoussam, c'est dans l'ouest du Cameroun, ville hôte du salon de l'orientation académique et professionnelle sous la houlette du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Objectif, accompagner les jeunes élèves et étudiants dans le choix d'une formation qui leur permettra d'intégrer le monde du travail. Audrey Melingui. Pendant 3 jours, la ville de Bafoussam était la capitale de l'enseignement supérieur en hébergeant toutes les universités d'État et certaines institutions universitaires privées réparties dans 72 stands à l'esplanade de la communauté urbaine de la ville. Tous venus présenter leur offre de formation aux jeunes élèves, étudiants et chercheurs d'emploi à la faveur du Salon d'orientation académique et professionnelle édition 2024. En ouvrant officiellement cette plateforme d'échange, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, invitait les étudiants à devenir des jeunes entrepreneurs. Actuellement, il faudrait que les étudiants s'habituent à l'auto-emploi, à créer leurs entreprises, à créer de la richesse, à créer des emplois. Voilà la nouvelle donne. C'est un défi majeur, un défi copernicien, mais qu'il faut remporter. Il faut que ce défi soit gagné par les étudiants, mais bien encadré par les enseignants et par tous les hauts responsables des universités. Un forum d'échange qui a permis à plus de 10 000 visiteurs d'acquérir de bonnes informations susceptibles de guider leur choix. J'ai visité l'université de Garoua, dans laquelle il y a la médecine, les branches en droit. Et le métier qui m'a plus plu, dans lequel on m'a bien expliqué, c'était la médecine. Et j'ai appris les branches de la médecine, ce qu'il y avait besoin de savoir. Et ça m'a plus motivé dans le métier que je voulais être plus tard. En clôturant les travaux, au nom du membre du gouvernement, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, a exhorté les participants à capitaliser les riches et instructives informations glanées au cours de ce salon pour leur plein épanouissement académique. La cité économique a mal à ses espaces de loisirs et de divertissement face à ce manque criard des lieux de détente. Les citadins s'en créent eux-mêmes. Entre centres commerciaux, salons de thé, bars et bien d'autres, le plan de distraction pour le week-end est désormais tout tracé. C'est un classique. Et pourtant, la population, elle, s'accroît et la demande est de plus en plus forte. Une réflexion a été menée dans ce sens par Sandrine Babo. L'assaut que les populations de la ville de Douala portaient autrefois sur les espaces de loisirs a considérablement diminué au fil des ans. Douala, la cosmopolite, Douala, l'économique, est en manque de lieux de loisirs et de divertissement. Les loisirs du genre a attiré les familles les samedis et dimanches après-midi. D'aucuns parleraient de loisirs sains. Seul endroit réel où l'on peut aller se divertir, l'espace commercial le plus proche est souvent le dernier recours. J'amène souvent mes enfants se distraire dans les grandes surfaces. On se dit que peut-être c'est l'idéal pour nous. Les espaces verts propices aux balades citadines n'existent pas assez, mais d'aucuns se contentent du peu, malgré le entretien qui n'est pas toujours garanti. Ceux qui sont opérationnels sont délaissés malheureusement. On se rabat seulement sur les espaces verts, comme celui que vous avez en face de vous, ou alors le jardin village. Un manque de quantité et de qualité des espaces publics et des opportunités de loisirs, à Douala qui a poussé des habitants à adopter de nouvelles habitudes en tenant compte du portefeuille. Nous n'avons pas assez de moyens pour conduire nos enfants dans peu d'endroits de distraction qui existent dans la ville de Douala, parce que ces endroits-là sont chers. Beaucoup de Camerounais sont dans la classe des gens qui ne pensent pas à la distraction. Parce que si on a déjà des problèmes alimentaires, des problèmes scolaires et des problèmes basiques, on va se distraire lorsqu'on a fait le plein d'un certain nombre de soucis. En 2023, face à la rareté des bonnes agresses pour se divertir, la mairie de ville procédait à l'inauguration des équipements de détente dans 6 quartiers de la capitale économique. Une initiative de l'EDIN qui visait à faire de Douala une ville attractive où il fait bon vivre.
Et c'est pour rester dans le cadre du divertissement que le cinéma camerounais brille sur la scène mondiale. Le film Ralph Even, ou Demi-ciel dans sa traduction française, d'Ena John Scott a raflé 5 prix lors de la dernière édition du festival Écran Noir, mettant en lumière le talent des cinéastes camerounais, raconté dans cet élément de Larissa Libom. Le film camerounais Half Heaven, réalisé par Ena John Scott, a créé la sensation lors de la 28e édition du festival Écran Noir. En remportant 5 prix prestigieux dont celui du jury international, le film propulse le cinéma camerounais sur le devant de la scène cinématographique africaine. Une véritable reconnaissance du talent et de la créativité des cinéastes camerounais. Half Heaven a su séduire le public et le jury par son scénario captivant, ses images saisissantes et ses performances remarquables. You make me repeat myself. One and a half night on a full night. I'm a man of God. Le festival Écran Noir, plateforme incontournable pour le cinéma africain, en récompensant ce film, souligne la qualité et l'originalité du cinéma camerounais. Ena John Scott, le réalisateur, a exprimé sa profonde gratitude envers son équipe. Cette victoire est le fruit d'un travail acharné et d'une passion commune pour le cinéma. Les réseaux sociaux sont inondés de messages de félicitations adressés à l'équipe du film. Cette victoire est une source de fierté pour tous les Camerounais et une preuve que le cinéma africain a de beaux jours devant lui. Créé en 1997 par le cinéaste Basek Babou Kobio, le festival Écran Noir joue un rôle essentiel dans la promotion du cinéma africain. La 28e édition a mis l'accent sur les femmes dans le cinéma africain. Direction le Sénégal où se tient depuis hier dimanche la campagne en vue des législatives du 17 novembre prochain. 41 listes électorales sont en course. Les Sénégalais seront donc aux urnes pour élire les députés de la 15e législature. La classe politique du pays appelle à des élections libres et surtout sans violence, tel que nous le dit Stéphane Dibébé. C'est parti depuis hier à Dakar au Sénégal pour la campagne électorale en vue des élections législatives. Tour à tour, les leaders des différents partis politiques sont passés à la télévision nationale pour l'enregistrement de leur message de 3 minutes. Nous croyons fermement qu'un partenariat solide entre le secteur privé et les institutions publiques est essentiel pour la réalisation des objectifs de développement du Sénégal. Nous appelons l'ensemble de nos partenaires et collaborateurs à soutenir cette démarche citoyenne en votant massivement le 17 novembre 2024 pour la liste de notre coalition secteur privé. Le Sénégal va élire le 17 novembre prochain 165 députés. Caravane, meeting, les candidats aux élections législatives prochaines ont lancé leur campagne électorale. Un début en fanfare dans plusieurs localités. À Dakar, les 2 grandes coalitions, le PASTEF au pouvoir et l'intercoalition qui regroupe Macky Sall et Amadou Ba Khalifa Sall, ont sillonné également les rues. Et pour rester dans le cadre de ces législatives, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a affirmé vendredi que ces échéances électorales se dérouleraient de manière libre, démocratique et surtout transparente. Il a encouragé ses compatriotes, en particulier les acteurs politiques, à s'engager dans une campagne électorale pacifique et digne. Celle-ci se déroulera du 27 octobre au 15 novembre avec la participation, je vous le disais, de 41 listes issues de partis, de coalitions et surtout de formations politiques. Au Kenya, le nom de Boniface Mwangi est désormais indissociable de la lutte pour les droits de l'homme. L'activiste a vu sa liberté bafouée, bien que très brièvement, lors de son arrestation à son domicile le 27 octobre, accusé d'incitation à la violence pour avoir appelé à des manifestations pacifiques. Mwangi a rapidement symbolisé la répression croissante des voix dissidentes au Kenya. Larissa Libom. Boniface Mwangi, connu pour ses prises de position critiques envers le gouvernement, a été interpellé à son domicile le 27 octobre dernier. Les autorités ont justifié cette arrestation par des accusations d'incitation à la violence motivées par ses appels à manifester lors d'un récent événement. L'activiste avait encouragé les Kenyans à exprimer leur mécontentement en arborant des symboles de protestation tels que le drapeau kenyan ou des bandanas spécifiques. Cette arrestation a provoqué un tollé général. Les réseaux sociaux se sont rapidement emparés de l'affaire
et de nombreux internautes ont dénoncé une atteinte grave à la liberté d'expression. La Commission kenyane des droits de l'homme a également condamné cette arrestation, rappelant que le droit de manifester pacifiquement est un droit fondamental garanti par la Constitution. Boniface Mwangi n'en est pas à sa première confrontation avec les autorités. Son engagement en faveur des droits de l'homme et de la démocratie a fait de lui une figure incontournable de la société civile kenyane. Ses prises de position critiques envers le gouvernement, souvent exprimées sur les réseaux sociaux, ont fait de lui une cible privilégiée pour les autorités. L'arrestation de Boniface Mwangi s'inscrit dans un contexte plus large de répression de la dissidence au Kenya. Ces dernières années, de nombreux activistes et journalistes ont été harcelés, arrêtés ou contraints à l'exil. On parle d'autres chiffres, les chiffres de femmes touchées par le conflit sur le continent africain et qui ne cessent de croître. Le rapport de l'ONU, coordonné par ONU Femmes, parle de plus de 600 millions de femmes touchées en seulement 10 ans, des chiffres en hausse. Le constat est alarmant, les droits de la femme ne sont pas respectés du fait de leur position minoritaire dans les sociétés africaines. Marie-Vonne Dongo. Antonio Guterres déclare que les droits des femmes déjà acquis sont gravement menacés face à l'intensification des violences. Plus de 600 millions de femmes et de filles sont touchées par les conflits armés, une hausse de 50% en 10 ans selon l'ONU. Ce constat intervient 24 ans après la résolution 1325 qui prônait la protection et l'implication des femmes dans les processus de paix. Le rapport démontre que les femmes sont exclues des négociations de paix avec moins de 10% de représentantes en moyenne freinées par des structures patriarcales dominantes. Des chiffres alarmants qui montrent que la proportion de femmes tuées a doublé cette année. Les violences sexuelles liées au conflit ont grimpé de 50% et les violations graves envers les filles ont augmenté de 35%. ONU Femmes a également alerté sur les conséquences de cette guerre contre les femmes. Sans mesures politiques fortes et investissements accrus, les espoirs de paix véritables resteront hors d'atteinte. Les dépenses militaires mondiales atteignant 2,44 milliards de dollars en 2023 contrastent vivement avec les statistiques sur le terrain. Du sport au bas de ce journal avec les qualifications pour la Basketball Africa League Division West qui se dispute au gymnase du complexe sportif de Japoma, c'est à Douala. Chez les dames, FAP de Yaoundé réussit sa toute première sortie en étriant NABA du Gabon sur le score de 95-32. Un succès qui malheureusement contraste avec l'échec de Daniel Battiston, le deuxième représentant du Cameroun qui a été battu par CNSS de la République démocratique du Congo. Les détails avec un score sans appel de 95-32, FAP Basketball Dame de Yaoundé soigne ses statistiques face à Naba du Gabon. Un succès explosif qui témoigne de la détermination des forces armées et police revigorées pour l'objectif principal, la qualification en phase finale de la Basketball Africa League. Dans une compétition internationale, nous n'allons pas parler de matchs faciles, mais nous nous sommes préparés pour jouer ce match contre le Gabon. Nous avons pris le temps d'étudier les joueuses présentes à cette compétition et d'étudier aussi leur façon de jouer. C'est en fonction de ça que nous sommes apprésentés hier lors des entraînements. Josiane, je pense que c'est une joueuse de basket, c'est une compétitrice. Et nous sommes à une compétition internationale, ce n'est pas un championnat local. Donc on peut faire appel à n'importe quelle joueuse comme pressant qui peut nous aider pour pouvoir remporter cette compétition. Et nous avons choisi pour cela. Envoie un signal fort à tous ces challengers. Dans le sens inverse, Naba du Gabon a peiné pour exister face à la grosse armada camerounaise. Un apprentissage difficile, assure le technicien gabonais. Si vous constatez bien, vous qui êtes régulièrement dans les compétitions FIBA, ça fait près de 10 ans qu'une équipe gabonaise n'a plus jamais participé à une compétition. Le président du club dont je suis coach a décidé cette année de remettre en place une équipe féminine première division. Et c'est cette année que cette équipe-là a gagné tous les trophées du Gabon. Et il a dit pourquoi pas essayer. FAP de Yaoundé domine le classement à l'issue de cette première journée dans le tournoi féminin. Daniel Battiston, deuxième représentant du Cameroun, battu par CNSS de RDC 55-61, devra se relancer au cours de la deuxième journée. C'est l'instant du bulletin météo avec Michel Ngosso. Bonsoir Michel.
Bonsoir Armel, bonsoir à tous, bienvenue à votre bulletin météo. Ce soir, cette nuit, c'est un ciel orageux qui couvrira la majeure partie du territoire, caractérisé par de fortes pluies dans le sud, dans le sud-ouest, le littoral et le centre. Température minimale attendue, 16 degrés à Bamenda dans le sud-ouest. Beaucoup de soleil dans le grand ouest, dans le grand nord. Demain, beaucoup de soleil avec une température de 29 degrés. Il fera chaud, intensement chaud. Prenez la peine, vous population, de vous hydrater. Dans le sud-ouest, le ciel sera couvert majoritairement avec beaucoup de nuages, mais partiellement éclaircis, et il y aura de la pluie par endroits avec une température de 20 degrés. Dans l'ouest, du soleil aussi, moins intense que dans le Grand Nord, avec une température de 23 degrés. Population du centre Massoukmina, dans le centre et dans le littoral, le ciel sera partiellement éclairci, présence des nuages, la pluie aussi sera au rendez-vous, avec des températures de 24 degrés au centre, de 27 degrés dans le littoral. Dans le sud, le ciel sera éclairci, présence de magnifiques soleils, mais il y aura quand même des nuages sous une température de 25 degrés. Dans le nord-ouest, le ciel sera ensoleillé avec une forte température de 22 degrés. Prenez le temps de vous hydrater, vous, population, qui allez recevoir la visite du soleil demain. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin météo. Restez fidèles au programme de Dash TV. Eh bien, Michel Ngosso, merci à vous. On vous retrouve demain pour un nouveau bulletin à météo. Et je vous laisse en compagnie de la pensée du jour. Si tu bâtis ta maison dans la montagne, ne te moque pas de celui qui bâtit la sienne dans la vallée. C'est un proverbe mandingue de la Guinée, du Mali ou du Sénégal qui montre l'importance du respect mutuel. Chacun a sa propre voix et surtout mérite le respect pour ses choix de vie. Et puis ne ratez pas votre rendez-vous hebdomadaire Face à vous de ce lundi 28 octobre 2024 sur les antennes de Dash Média. C'est dès 20h30. Jean-Marie Onombélé et ses invités parleront de la potentielle alternance politique avec la question de savoir que peuvent les jeunes avec qu'on mise en bouche. Les fake news et l'intelligence artificielle vont-ils changer notre rapport à la démocratie? C'est donc le débat de ce soir et je vous laisse en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Dash Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et à très vite.